Et oui, à défaut de pouvoir commenter tous les tournois en France, parce qu'il va y en avoir de plus en plus et qu'il y a plein de gens compétents qui peuvent les commenter aussi, ce qui est très cool, on va pouvoir les analyser. Et ça, c'est tout aussi cool, mais ne vous inquiétez pas, on va tout de même essayer avec Romuald d'en commenter le maximum. L'objectif est toujours le même, pouvoir commenter le maximum de tournois. C'est juste que, vu qu'on n'est pas là sur place, on peut quand même en parler. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal et on est là pour de nouvelles vidéos sur l'Orcana. On va aujourd'hui faire une petite analyse rapide du tournoi Illumineur, le plus gros tournoi mondial d'après ce que j'ai entendu, car il a réuni près de 240 joueurs, peut-être même près de 250 joueurs, j'ai plus le chiffre exact, ce qui est quand même assez énorme. Je crois que c'est 246 mais j'ai un doute. Vous corrigez en commentaire si jamais il y a besoin. Et donc, à défaut d'avoir commenté sur place, le tournoi a été commenté par Maxildan, donc un gros merci à lui. Et n'hésitez pas à aller voir ça, c'est sur la chaîne des joueurs du dimanche, je crois. Si je ne me trompe pas, que le recast du tournoi est présent. Sinon, vous pouvez claquer un abonnement sur la chaîne de Maxildan pour y avoir accès directement, mais je pense que le jour 1 est déjà présent et le jour 2 va pas tarder. Mais du coup, on va pouvoir en parler un peu, analyser un peu la méta du chapitre 3. C'est un truc que j'ai pas trop fait sur les gros tournois parce que j'étais sur place et donc on a pu faire des analyses durant les cases des games et durant les lives. Mais là, il y a quand même des choses à dire parce que la méta de ce chapitre 3 est assez incroyable. Je vais commencer tout de suite par une petite infographie que j'ai préparée en amont quand même. Donc du top 16 du tournoi Illumineur, on le voit quand même beaucoup de rouge-violet. Alors, on va mettre un truc tout de suite en place. Il est vrai que rouge-violet est toujours très présent dans la méta. D'autant plus que je ne pense pas que sur les 250 joueurs à peu près, il y avait vraiment 43% de rouge-violet. Donc mine de rien, c'est quand même un bon score pour ce duo de couleurs. Même si jamais, en vrai, en rouge-violet, il y a un peu différentes versions. Là, je n'ai pas vraiment séparé les différentes versions parce que la plupart, j'ai eu l'impression, étaient à peu près similaires. La question, c'est juste un peu, c'est des questions du genre, est-ce que vous jouez vraiment beaucoup Luigi Mokins ou pas, ce genre de choses-là. Mais j'ai pas vu de version très rush en rouge-violet, contrairement à d'habitude où on avait vu ça un peu précédemment. Mais là, du coup, quand même, beaucoup de rouge-violet en chapitre 3, donc un duo de couleurs qui est toujours très présent, très puissant. Mais vous remarquerez aussi que c'est largement moins omniprésent que lors des tournois précédents. Et surtout, chose très importante, il y a une grande variété de decks qu'on retrouve en top 16 et en top 8. En top 16, quand même, on retrouve pas moins de 7 types de decks différents. Rouge-violet très présent évidemment, mais violet-vert qui évidemment est aussi très présent dans la méta, on en avait parlé. Violet-vert avec tous les moyens de remonter les personnages en main, le moyen d'avoir beaucoup de pioches, et surtout Ursula qui chante des chansons très fortes dès le tour 3, comme N'écoute que moi, ou alors comme Mes amis de l'au-delà. Du coup, ça fait quand même un deck qui a beaucoup de solutions. Et si jamais vous ne gérez pas cette fameuse Ursula au T3, eh bien, ça va être très compliqué. Avec d'autres solutions derrière, comme par exemple Kit qui peut remonter les personnages, il y a des choses à faire. Vert violet très fort. Vert gris que j'attendais un peu plus, je dois avouer. Je pensais que pour moi, vert gris c'était un deck très puissant. D'autant plus qu'il y a différentes versions du deck vert gris. Il va y avoir des versions plus axées sur la défausse, des versions plus axées sur les dégâts directs, des versions axées sur la meule. Ça existe toujours parce que bien qu'on parlait de Chernabog et de choses dans le genre, c'est pas non plus ultra joué au final. À côté de ça, on voit un exemplaire de différents decks. On a du rouge-jaune, le deck Mufasa qui est toujours très efficace. Le bleu-rouge qui est toujours présent, mais j'avoue qu'il est un peu en deçà de ce que j'attendais. Le bleu-rouge, toujours deck qui va mettre énormément d'encre sur la table et faire des soyez prêtes et donc d'ailleurs faire des folies. Nous avons le bleu-gris qui fait un retour pour moi dans le chapitre 3 parce que chapitre 2 c'était pas très joué. Mais le bleu-gris qui est très efficace parce que pour tous les decks qui sont basés sur les dégâts directs ou sur les affrontements directs, quand on commence à avoir du résiste à table, de la résistance, ça devient compliqué pour l'adversaire. Et violet-gris aussi, qui est un peu en deçà de ce que je pensais. Le fameux combo Jafar Rêve Bleu fait quand même des bonnes choses, mais apparemment, comme on en avait un peu prévu les choses, c'est pas aussi consistant que ce que l'on pensait. Au niveau du top 8, donc une fois qu'on a la première ronde, alors malheureusement j'ai pas encore pu voir la ronde 2 et bien qu'on a les decklists, je ne connais pas un peu les affrontements qu'il y a eu, donc je peux pas faire vraiment des analyses affrontement par affrontement tout ça, tristement. Mais on peut aller voir un peu ce qui s'est passé au niveau du top 8. Et au niveau du top 8, on voit que les écarts se resserrent beaucoup. Déjà, on perd 5 rouge-violet. Donc rouge-violet, peut-être le bon deck pour aller en top, mais peut-être pas le meilleur deck pour les gagner. Alors, je vous calme tout de suite. Je sais que dans les deux rouges-violets, il y en a un qui a gagné le tournoi. Mais tout de même, beaucoup de rouges-violets qui passent pas la première ronde de top, ça montre que les joueurs qui jouent très bien, connaissent peut-être très bien le match-up, et du coup, savent le gérer derrière. Les deux violets-verts, eux, qui ont gagné leur match de top 16,
Très intéressant ça aussi. Peut-être qu'il y a eu justement des verts violets contre des rouges violets et que du coup on voit que violet vert c'est très très fort. Et derrière, pas mal de decks qui restent présents. Je crois que si je me trompe pas, on perd malheureusement un vert gris dans la bataille et qu'on perd aussi un autre duo de couleurs. Je suis en train de chercher, c'est le violet gris qui reste pas, c'est ça. Mais voilà, encore une fois, top 16 on a 7 decks différents, top 8 on a 6 decks différents. On a une méta ultra saine actuellement et ça c'est vraiment cool. Il y a plein de decks jouables, il y a plein de decks qui vont en top et qui perfent en top. Et évidemment, vous pouvez toujours jouer rouge-violet en vous disant c'est super fort. Et l'avantage aussi, et pour moi une des raisons pour laquelle rouge-violet ça marche bien, c'est que le deck a très peu changé en fait. Il y a juste quelques cartes en plus qui ont été rajoutées. Mais du coup, les joueurs qui jouent rouge-violet, en fait, ils jouent rouge-violet depuis 3 chapitres. Et du coup, ils commencent à vraiment bien connaître les interactions. Alors qu'à l'inverse, les gens qui jouent des decks différents, des decks genre du vert gris, du vert violet, des trucs comme ça, il y en avait déjà qui jouaient ça au chapitre précédent, mais pas beaucoup. Et les decks actuels ont quand même beaucoup évolué, donc ce n'est plus du tout la même façon de les jouer. C'est pour ça, à mes yeux, qu'il faudra voir quand même les prochains tournois, et surtout les tournois de fin de cycle, pour voir si jamais Rouge-Violet est toujours aussi efficace. Parce que faire ce deck, si vous avez déjà le deck d'avant, ça coûte vraiment très peu cher, parce qu'il n'y a pas de nouvelles légendaires dans le deck. Donc vous avez juste acheté quelques super rares potentiellement, ou des rares, et c'est bon, c'est parti. Donc, je suis très curieux de voir comment ça va évoluer. Mais en attendant, on a quand même une méta extrêmement stable, pour l'instant en tout cas, et extrêmement variée, ce qui est vachement bien. Alors, je sais pas dans ce tournoi quelle a été l'influence du fait d'être premier joueur dans les games. Je sais que c'est une inquiétude de pas mal de gens qui a une stat que j'ai vu passer de 64%, ce qui commence à être inquiétant. Après, attention, ça reste encore une fois du Pixelborn. Pixelborn, ce n'est pas la même méta que l'IRL, même le BO3 Pixelborn, ce n'est pas la même méta que IRL, je tiens à le préciser, il y a des choses qui changent par rapport à la vraie vie. Je ferai peut-être une vidéo dessus la jour pour vous donner tous les détails. Mais même si jamais il y a plein de choses qui aident à Pixelborn, ce n'est pas la même méta, donc il faut toujours prendre ça avec des pincettes. Et du coup, j'aimerais bien que les prochains tournois, voilà, les orgas de tournois, si vous m'entendez, j'aimerais vraiment, dans les prochains tournois, que dans les petits papiers de retour de game, vous ayez une petite case, est-ce que le premier joueur a gagné? Et comme ça, vous pouvez faire une stat sur des gros tournois de 150 joueurs, et ça serait super intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, ça serait vraiment très très cool comme stat à avoir. Je me rends compte que je suis plus haut d'habitude parce que des fois, mon béret, casquette, slash, appelez-le comme vous voulez, dépasse du cadre. Bref, on va faire attention à ça. Tout ça pour dire que la méta est super saine. Le premier joueur est en soi un peu problématique si jamais le chiffre de 64% se paraît réel, entre guillemets. Après, il ne faut pas non plus être alarmiste. Ce n'est pas un jeu de dés parce que 64%, c'est pas 100%. Il y a quand même beaucoup de pourcents de différence. Et donc, même si jamais il y a peut-être un léger avantage, ce n'est pas non plus dramatique. N'oublions pas ça. Parce que vous perdez le jet de dés, vous pouvez abandonner la partie. Vous avez peut-être un léger désavantage, mais loin d'être insurmontable. Au niveau du tournoi, alors on va pas faire d'analyse de deck vraiment précise, mais je vais quand même vous montrer un petit peu les decklists parce que c'est toujours intéressant de voir un peu ce qu'il y a dedans. Pour les vraies analyses, sachez juste que on va faire ça avec Entrejeux Studio sur la chaîne Entrejeux Studio qui est en description, je vous rappelle. Et donc, normalement, on va un peu analyser des decks dimanche, mais on vous mettra ça donc la semaine prochaine, dans les semaines à venir. Ça va être intéressant, on va sûrement faire les deux decks de la finale, donc le vainqueur et le finaliste. Ça peut être très cool. Et donc, un grand merci à Moucho Report pour l'article qui recense tous les decks, et aussi un grand merci à Maxi, qui a justement posté toutes les decklists sur Twitter, d'où le fait que Moucho Report a fait un article dessus. Donc, merci beaucoup à vous, c'est très très cool d'avoir pu mettre ça en place, et comme ça, nous, on peut analyser un peu les choses derrière. Alors... premier deck, on va passer rapidement sur les Améthystes Rubis parce que d'une, on va les analyser plus en détail avec Entrejeux et aussi parce qu'on en a beaucoup, donc on va pas passer 1000 ans dessus. Ce qu'il faut retenir dans cette version-là, c'est qu'on a quand même Maléfique, ce qui n'est pas forcément courant dans les decks rouge-violet actuellement. On a et Médusa et Tremen. Ça par contre c'est très intéressant parce qu'il y a des decks qui se concentrent que sur l'une ou sur l'autre et on en avait parlé en amont, on en avait parlé aussi avec Dandy justement et d'autres gens et je trouve que pouvoir faire moitié-moitié, ça surprend l'adversaire parce que pas mal de gens à la base se disent soit ils jouent Médusa, soit ils jouent Tremen, mais en fait si tu joues un mélange des deux, tu peux pas vraiment savoir sur quel pied danser et ça peut te forcer à faire des erreurs. Pas mal de personnages à 1 aussi dans cette version, donc qui va beaucoup compter sur les Tis and Ambitious, donc les Notre Roi nous invite à la fête, ce qui est aussi intéressant à noter. Et enfin, chose intéressante à noter pour finir, le retour des Merlin Crabes qui sont très très présents dans la méta tout simplement pour péter les lieux très facilement, avoir un gros boost d'attaque c'est toujours pratique. L'autre version du coup, voilà, qui va être un poil plus rush et encore. Mais vous voyez qu'ici la différence c'est la présence des petits crochets de Maui, des petits hameçons de Maui, qui sont ultra balèzes, on en a déjà parlé.
Ici, on a que des Médusas, pas de Trémène. Ici, on a un petit grimoire de sorcier, mais pas plus. Mais voilà, version à peu près classique. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose de différent. Il y a un petit Pinocchio quand même. Il y a Rafiki à la place de Laf pour gérer les tours 1 un peu embêtants d'en face. Bon, pas grand chose à se mettre sous la dent non plus de malade mental. Un violet vert, et violet vert, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Violet vert, on va avoir Ursula à 2 déjà pour enlever le chanson adverse. Mais le tour charnière, c'est le tour 3. On va avoir pardon, soit Kit, soit Ursula qui chante. Et Ursula qui chante peut chanter Strike a Good Match pour piocher beaucoup de cartes. Elle peut chanter Ami de Lola pour piocher beaucoup de cartes aussi. Et évidemment, elle peut chanter N'écoute que moi pour remonter les personnages en main. Et mine de rien, si au tour 3 vous laissez Ursula en face, bah, elle va remonter votre potentiel tour 3 et un autre personnage dans votre main. Et là, en fait, ça commence à faire beaucoup. Autant le génie ou Kit, c'est peut-être un peu too much. Autant le reste fait vraiment un taf de ouf. Après, on a les classiques Cursed Mirefol, etc. On a un peu des outils de rush avec Pua ou des choses comme ça. On a des personnages avec un peu de lore, histoire de. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette Ursula à 3 qu'il faut gérer absolument dans tous les decks qui ont du vert, parce qu'elle fait beaucoup trop de choses en général. En parlant justement d'Ursula qui est impactante de fou, alors c'est assez marrant parce qu'ici elle est qu'en 2 exemplaires, et ça me surprend, parce que c'est vraiment une carte incroyable. Pourquoi elle est incroyable en vert gris? Parce qu'en vert gris, tu vas toujours avoir N'écoute que moi potentiellement, mais surtout tu as aussi... zut, ah, je me souviens plus du tout du terme en français. Let the Storm Rage On, c'est, je sais plus. Et Strength of Raging Fire, c'est plus ardent que le feu des volcans. Let the Storm Rage On, je sais plus du tout. Perdu dans l'hiver, peut-être? Je crois que c'est ça. Mais donc 2 chansons à 3 qui font des dégâts directs et donc qui peuvent vous permettre de gérer le board adverse très facilement parce que si vous mettez 2 dégâts et 2 dégâts, ça peut forcément raser le board adverse au tour 3 et c'est très compliqué de s'en mettre mine de rien. Et derrière, on a beaucoup de Floodborn parce qu'on joue Bucky pour faire de la défausse à l'adversaire. C'est une version défausse mais qui joue quand même Rêve Bleu pour certains match-ups où ça peut être compliqué. Dans ce cas-là, on va ancrer les Bucky et juste jouer Rêve Bleu et essayer de choper les bonnes cartes qu'il faut. C'est toujours un peu bizarre de jouer un peu les deux, mais pourquoi pas, en soi ça peut toujours faire un peu de taf. Et voilà d'ailleurs, tous les Floodborn qui font plaisir, une petite bête à 1, enfin un exemplaire de la bête pour pouvoir potentiellement jouer sur les dégâts et avoir un finissant en fin de partie, c'est assez intéressant. Et évidemment 4 Form Off parce qu'on joue beaucoup de Floodborn. Améthyste Rubis, encore une fois, ici, qu'est-ce qu'il y a de différent? Bah, pas grand-chose, hein, on voit les cartes habituelles. Les choses à noter, c'est le Rafiki, le nombre de grimoires qui est assez élevé, seulement 2 châteaux de la reine, le duo Médusa et Trémène. Le reste, sinon, c'est du classico-classique, on va bien l'avouer. Tsubasa, oui d'ailleurs j'ai pas dit les noms depuis le début mais on va quand même repasser vite fait sur les noms. Mais donc en top 16 nous avions Westcade, nous avions Zarati, nous avions Mouche, nous avions Lorcanalyse qu'on salue du coup parce qu'on va quand même avoir quelques gens connus, Magma qu'on connaît bien aussi avec la chaîne Mulligan Web TV, allez voir sur Twitch ce qu'ils font est très sympathique au cas où. Tsubasa qui lui donc joue aussi rouge-violet. Et au niveau des particularités du deck, que Médusa, pas de Trémène. De toute façon en général de ce que j'ai vu c'est soit Médusa Trémène, soit que Médusa, rarement que du Trémène. Et sinon, bah, pas grand chose de différent avec les autres decks, hein. C'est du classico-classique, on va pas se mentir. Un petit, Greg, joué par Greg, alors c'est pas moi, hein, mais ça fait quand même plaisir d'avoir un petit deck Jafar qui arrive en top 16. Et donc, Jafar x4, One New World x4, Isma qui peut permettre de piocher des cartes en rab. On joue évidemment de la gestion, on joue Zenalong Zeus, on joue de la pioche, on joue Gravure Sword, donc tu vois la bête. Et d'ailleurs, pas mal de Floodborn avec les bons personnages qui vont bien. On joue 2 Jafar et pas plus. Et ça, c'est la bonne chose parce que je pense que vraiment que c'est la meilleure façon de jouer les Jafar. Pas la peine de jouer les violets. En fait, pour moi, un bon deck violet-gris, c'est un deck qui a la capacité de faire Jafar avec Rêve Bleu et que c'est incroyable. Mais de base, le deck, il faut qu'il fonctionne. Et là, c'est plutôt le cas parce qu'on a quand même de la bonne gestion, de quoi gérer le board, de la pioche pour être stable à long terme. Donc franchement, il y a tout ce qu'il faut dans le deck pour moi pour faire de bonnes choses. Encore un rouge-violet, again. Ici, ce qu'on peut noter, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ah, la présence de Minnie Mouse Surfeuse, donc c'est une version peut-être un poil plus rush. Et encore, le Maui Baleine, ça me fait très plaisir de le voir en top 16. Oui, joué par Marmite, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Mais joué par Marmite. Et donc, même le Maui qui est présent. Et Maui, en fait, il peut gérer un board à lui tout seul. Hein. Faut se méfier du Maui. Certes, il faut le préparer un tour en amont. Mais c'est vraiment pas mal du tout comme carte, je trouve. Si on lui donne charge, ce serait vraiment incroyable. 4 châteaux de la reine ici, et le reste c'est un peu du classique. Mais donc une version un peu plus rush parce qu'il y a Minnie Mouse quand même qui est présente, mais pour le reste on est sur du classique. Ah, si à noter, pas de Thyssen Ambitious. Intéressant ça quand même. Un petit vert gris encore qui va être une version défausse jouée par Rofelos.
Et du coup, bah, le même genre de deck qui joue beaucoup sur la défausse. On a quand même donc Rêve Bleu au cas où. Mais le but c'est de poser Ursula, de prendre l'avantage en early avec Kit et les Ursula pour monter en main, etc. Et ensuite de poser des bons floodboards qui font le taf. Donc Jafar, Robin des Bois, La Bête et Clochette qui vont faire d'ailleurs beaucoup de travail. Et donc on a Doras of the Titan, voilà les cartes classiques. Pas grand chose de plus à dire vu qu'on a déjà vu le deck. Très intéressant. Petite chose à noter quand même, un seul tour 1, ce qui peut être des fois compliqué si on n'a pas la bonne solution face aux adversaires qui font du rush. Un autre petit deck violet-vert joué par Franchuche. Mais la même chose que tu as vu tout à l'heure, c'est-à-dire des chansons à 3 qui font un taf incroyable. Ah, version beaucoup plus rush ici parce qu'on a quand même le château d'arène et un exemplaire du petit bouquin de sorcier, du petit grimoire de sorcier. Beaucoup de personnages qui coûtent peu cher. On a les Chernabog, les adeptes de Chernabog pour pouvoir piocher un peu. Sinon, rien de spécial à noter, mais quand même deck qui va en top 8, donc bah excellent, bon deck, excellent, bien joué. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a toujours les mimes et les merlins aussi dans tous les decks où il y a du violet. Vraiment, cette mécanique marche trop bien. Le seul bleu-gris du tournoi qu'on aura vu du coup, je regarde juste là, c'est bon, je suis quand même dans les temps. Le seul bleu-gris du tournoi qu'on aura vu du coup, et qui, comme je disais plus tôt, est clairement un deck basé grandement sur le fait d'avoir résistance sur ses personnages. Vous le remarquez, il y a peu de personnages au final dans ce deck parce qu'on a déjà un module objet avec la glace à l'eau et la plume en forme d'arête comme d'habitude. On a les mardeurs de Picsou qui pour 9 de vie de l'or sont tout simplement excellents. Et là derrière, qu'est-ce qu'on a en événement? Bah, on a Develop Your Brain pour faire un peu du choix de pioche, mais derrière la gestion classique grise avec de la gestion de board, de main, gestion de gros personnages et gestion de lieu objet. Donc on gère un peu tout, c'est très toolbox, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce genre de deck. Pour ça j'aime gris de toute façon, hein, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, chose intéressante, c'est l'arrivée du Gaston. Et pourquoi l'arrivée du Gaston? Bah, parce que Gaston, mine de rien, bah, il vous fait piocher pas mal de cartes. Et surtout, bah, il vous fait faire 3 de l'or. Et ça commence à faire pas mal, mine de rien. Donc, avec les différents floatboards qu'on peut avoir, qui sont très efficaces, si en plus on arrive à avoir notre ami Big Ben pour pouvoir tout simplement mettre du résist à toute votre table, avec la capacité de mettre de gros dégâts à l'adversaire avec Tuon la Bête, on a des moyens très efficaces de gérer le board adverse, et on a plus ou moins la pioche nécessaire derrière pour gérer ça, donc pourquoi pas. Encore un violet vert, pardon. En ce coup-ci, on voit la présence des Pascal quand même, et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de gestion des évasifs dans cette méta, vu qu'à part les Jafar, on n'a pas beaucoup d'insaisissables. Et du coup, bah, ça recommence à jouer des Pascal potentiellement, et on voit que là ça a marché. C'était joué donc par Lord Picsou, ce deck-là. Et pas grand chose de plus à dire, on a déjà vu les cartes. Petite quand même chose à noter ici, c'est la présence d'une clochette qui peut donner insaisissable pendant son tour. Elle-même est insaisissable et dedans. Donc là c'est quand même un deck basé sur les insaisissables entre le Pascal, la clochette, le génie. Bon, génie on le joue de toute façon, mais tout de même à noter. Le deck est clairement pour moi un deck rush qui va essayer de piocher beaucoup et de gérer les choses adverses. Voilà, c'est vraiment de la pioche, on pose plein de personnages, on pioche, on fait du lore et on essaie de bourrer, tout simplement. On arrive ici, si je ne me trompe pas, dans le top 4, donc le 4e joueur, donc c'était Q, avec un bleu-rouge, donc bleu-rouge c'est cool quand même de voir ça. On a toujours le module objet, mais là, ce qui me fait très plaisir dans ce deck, c'est qu'on a un talisman sumérien, je rappelle, c'est un objet qui dit si un de vos personnages se fait bannir pendant votre tour, vous piochez une carte. Donc c'est clairement un deck dont le but c'est de mettre plein de défis dans la tête du joueur adverse, et derrière de pouvoir piocher grâce à ça, et ça c'est vachement cool de la pioche en rouge-bleu. Et donc derrière, on a toujours évidemment le module objet, hein, avec les plumes en forme d'arête et les glaces à l'eau. On a toujours le soyez prête pour gérer le board adverse au cas où. On remarque qu'on a et Motunui et le manoir de Picsou pour faire du lore, mais surtout Motunui aussi pour, en début de partie, grâce aux personnages qui ont charge, donc la reine de cœur et le site, faire du lore gratos. Je veux dire, quitte à gérer les personnages adverses avec des personnages qu'on charge, autant jouer le talisman sumérien et Motunui pour faire beaucoup de pioches et beaucoup d'encre derrière, ce qui est très intéressant. On a Jim Hawkins pour jouer les lieux le plus facilement possible, pardon. 4 Gaston, un seul Hades, qui est assez surprenant, d'ailleurs pas de libérer délivrer dans les decks bleus maintenant, ça aussi c'est très surprenant je trouve. Le Tamatoa parce qu'on a quand même beaucoup d'objets, donc ça peut commencer à faire pas mal de l'or potentiellement si l'adversaire n'a déjà pas trop ça. Et derrière, vraiment de la pioche. Quand même, à noter l'apparition du AA dans les decks, parce que mine de rien, AA, je l'ai un peu sous-estimé, parce que pour 2 c'est 3-2, donc c'est déjà des bonnes stats. Mais sauf qu'il est mieux que Jim Hawkins, parce que lui, il fait perdre du lore quand il rentre dans un lieu. Et donc, en fait, il est pas dégueu parce qu'il suffit d'avoir un lieu en jeu et pour un plus, il fait perdre un lore à l'adversaire, donc c'est plutôt sympa. Je rappelle que Aladdin, pour 3, c'est une 2-2 qui fait perdre un de lore quand il rentre en jeu.
ici, pour 3, en le mettant dans un lieu, on a une 3-2 qui fait pas d'un de l'or. Donc, certes, il y a la condition d'avoir un lieu, mais pour le coup, c'est mieux, contrairement à beaucoup de personnages qui jouent sur les lieux. Et vu que les lieux qu'on a ici ils coûtent 1 pour entrer dedans, c'est très intéressant. Et surtout qu'on a des lieux très efficaces, avec pas mal de points de vie. Donc vraiment, l'arrivée de AI dans le jeu que je trouve très satisfaisante. Encore du rouge-violet en 3ème place, Reco 49, GG évidemment, mais pas grand chose de spécial à dire sur ce deck, à part que c'est le seul deck rouge-violet qu'on a vu pour l'instant qui joue le Prince Eric, et aussi que c'est un deck qui joue beaucoup plus sur les lieux, vu qu'on a quand même 3 Jim Hawkins, 4 Châteaux de la Reine et 2 RLS Legacy. Donc très intéressant, pas de Tremen, mais Prince Eric, pourquoi pas. Bon, moi je trouve que Prince Eric c'est très efficace, c'est un excellent personnage pour jouer justement notre roi nous invite à la fête, et de manière générale c'est une plage à pour l'adversaire parce qu'il va devoir forcément bannir des personnages en endgame, c'est une carte qu'on aime bien avoir parce qu'elle fait du lore et elle gêne l'adversaire. Et pourtant elle coûte que 4, donc c'est très cool. Après il faut faire gaffe au nombre de non ancrables. Là quand même on a beaucoup de non ancrables dans le deck, parce qu'on en a, attendez, on a 3 Merlin, on rajoute 2 Prince Eric ça fait 5, on rajoute 2 Medusa ça fait 7, 2 Dragonfire, j'avais pas noté mais on a des Dragonfire qui reviennent dans le jeu aussi, donc ça fait 9. 4 Bi-Prepared, ça fait 13. 2 RLS, ça fait 15. 15, ça commence à être beaucoup. Certes, rouge-violet, on a beaucoup de pioches, mais attention, non grave quand même. Et le numéro 2, Mufasa rouge, alors je vais le faire très rapidement parce qu'on va l'analyser avec entre-jeux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a Mufasa, dont le but, c'est de jouer plein de petits personnages, un 1 ou un 2, et aussi des gros personnages. On joue Mufasa, il se sacrifie, ça fait plein de trucs, on joue peu d'objets, peu d'autres choses. Et ce qui me fait ultra plaisir, c'est que le deuxième de ce tournoi, eh ben il joue l'hydre. Et je vous l'avais dit, l'hydre c'est une bonne carte. Et ça me fait vraiment trop plaisir. L'hydre en vrai c'est une purge à abattre, parce que c'est 5 points de vie, c'est embêtant, mais ça vous aussi vous allez prendre 5 de votre côté minimum en l'abattant, donc vraiment c'est super embêtant comme carte, et quand ça tombe sur un Mufasa t'es trop refait, parce que tu dis à l'adversaire, bah vas-y elle a incliné, viens l'attaquer. Donc non vraiment l'hydre c'est super bien comme carte, j'adore cette carte. Et à côté, les modules classiques. Ce qui me surprend un peu quand même, c'est qu'on n'a pas de Pluto, parce que Pluto, ça pourrait être très fort dans ce deck pour jouer Mufasa très tôt, justement. De manière générale, pas trop de Pluto dans les decks jaunes. Et de manière générale aussi, chose qu'on n'a pas notée, je me rends compte que maintenant, pas de jaune-gris. Aucun jaune-gris dans la top. Donc je sais pas si jamais c'est un deck qui ne marche plus du tout, si jamais c'est un deck qui a perdu la confiance des joueurs, mais pas de jaune-gris dans la top, très intéressant. Et enfin, le vainqueur Raclem. Rappelez-vous, Raclem, on avait eu une ronde de Raclem lors du tournoi à Octogone. On l'avait streamé sur genre ronde 5, 6 ou un truc comme ça. Donc ça fait plaisir de voir des joueurs qu'on a déjà eu en stream arriver aussi loin et gagner de si gros tournois. Donc énorme GG à Raclem, évidemment. Et sinon, du rouge-violet, la présence de Maui Baleine, je vous l'avais dit, il y a des choses à faire avec cette carte, il ne faut pas la sous-estimer. Le hameçon, évidemment, et sinon, le reste assez classique. À noter quand même la non-présence de notre roi nous invite à la fête, alors qu'on joue quand même 2 Olaf et 2 Mini. Mais je pense qu'on les joue clairement pour les mimes, plus que pour autre chose. Mais voilà, quand même, carte très intéressante à voir. Franchement, cool, j'ai juste envie de dire cool. Gros GG à lui. On analysera les decks plus en détail plus tard. Mais voilà, plus gros tournoi francophone pour le moment. On verra si jamais le tournoi de fin avril qui se passe à Aulnay-sous-Bois fait par Ludo Trotter dépassera son nombre. Je ne serai pas sur place malheureusement parce que c'est compliqué. Et bien qu'on m'ait proposé le stream, finalement c'est un autre streamer qui a été retenu. Donc écoutez, j'espère que ça sera bien fait et que ça sera un stream de qualité et qu'on aura plein de choses à dire sur ce tournoi-là à nouveau. D'ici là, il va se passer quasiment 1 mois et demi, donc la méta va sûrement beaucoup changer avec des decks qui vont s'affiner, peut-être des surprises qui vont arriver, des choses qui vont être plus entraînées. J'ai vraiment hâte de voir ça. En tout cas, c'est cool de voir du Lorcana compétitif qui fonctionne. C'est cool d'avoir une méta aussi variée. Et j'ai déjà hâte de voir la suite. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.